Madame Nédélec. Madame la Présidente et chers collègues, le rapport de développement durable que vous nous présentez et qui vise à faire le bilan et, selon vos propres termes, à valoriser l'action de la région, reprend les 5 engagements auxquels vous avez souscrit au cours des 2 années écoulées de cette mandature, engagements que vous souhaitez poursuivre, comme vous le faites valoir dans le document d'orientation budgétaire. Je ne passerai pas en revue de façon exhaustive ces 5 engagements, M. Géraud l'a fort bien fait. Je me contenterai de partager avec vous quelques réflexions et quelques réserves. Je commencerai peut-être, en raison de mon attachement particulier à l'île de Noirmoutier et au littoral vendéen en général, par saluer l'engagement de la région aux côtés des collectivités locales dans la protection du trait de côte et la lutte contre la submersion marine, afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens. C'est quelque chose qui nous paraît quand même essentiel. Sur la mise en œuvre de la feuille de route sur la transition énergétique, nous regrettons les atermoiements et le peu de visibilité des projets de l'EDF concernant la mise en place de brûlage de biomasse à la centrale thermique de Cordemais. À ce jour, l'avenir de cette centrale, dont le rôle est essentiel pour la production d'énergie des Pays de la Loire, reste menacé. Nous renouvellerons également nos réserves sur le développement de l'éolien. Coûts de production d'énergie élevés, nuisances, problèmes à venir d'obsolescence, les inconvénients nous paraissent multiples. Des zones dans la région sont déjà surchargées en éoliennes. Je pense particulièrement au nord du département de la Loire-Atlantique. Et si nous sommes plus favorables au parc d'éoliennes marines, certains projets, tels que le parc prévu au large des îles Dieu et de Noirmoutier, je ne défends pas là mon précaré, sont contestables sous plusieurs aspects, ampleur, localisation, alors que des éoliennes flottantes, qui seront bientôt, je pense, opérationnelles, auraient un impact écologique moindre. Concernant la réhabilitation thermique des logements, les actions menées au niveau régional et non pas au niveau national trouvent vite leurs limites, comme nous l'avions prévu. Certaines des annonces du ministre de la Transition écologique et solidaire, M. Nicolas Hulot, dans le cadre de son plan climat, qui serait assorti par un train de mesures coercitives, nous paraissent particulièrement inquiétantes. Nous avons dans ce contexte présenté un vœu dont vous avez tous pu prendre connaissance. Les mesures qu'il envisage, si elles sont mises en œuvre, aggraveraient, à notre sens, l'écart entre les métropoles et la ruralité. Cela poserait également des problèmes au centre-bourg par une plus grande désaffection encore des logements anciens, en compliquant la rénovation de l'habitat. La perte se fera également au niveau du patrimoine et la diversité architecturale. Nous appelons donc à la mise en place d'un grand plan national de réhabilitation thermique soutenu par des mesures incitatives et non pas coercitives, et à la mise en place de tiers financement et de prêts à taux zéro. Tant durant le débat d'orientation budgétaire que dans ce rapport, vous faites état d'un engagement fort de la région sur les questions environnementales. Pourtant, cet engagement en matière de qualité de l'eau, de biodiversité, de gestion durable de l'espace nous paraît entaché de quelques incohérences. Vous affirmez ainsi que la qualité de l'eau est un enjeu crucial. La région s'est d'ailleurs engagée en soutien de plusieurs actions allant dans le sens de l'amélioration de la qualité des eaux. Mais quelle est la cohérence de cette politique quand par ailleurs vous soutenez le projet de transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ? En effet, nous déplorons la menace que ferait peser ce projet sur les zones humides s'il venait à être mis en place. Il s'agit d'un millier d'hectares de zones humides et de bocage, promis à destruction, et qui sont pourtant de première utilité pour la santé des Ligériens. Plus généralement, les zones humides de notre région représentent 3 500 km², soit 11% de la surface des Pays de Loire. Nous souhaitons rappeler à ce titre combien les zones humides contribuent à l'amélioration qualitative des eaux par leur dépollution. Au-delà, ces zones limitent les effets des inondations comme des sécheresses. Elles stockent le carbone, constituent aussi des réservoirs de biodiversité. Ces zones humides disparaîtront, comme ont d'ores et déjà disparu en France les 2/3 d'entre elles durant le XXe siècle. Cette artificialisation des milieux conduit inévitablement à aggraver les inondations, l'infiltration des eaux ne fonctionnant plus correctement.
Il devrait par ailleurs être refusé que sans inventaire exhaustif dans le cadre d'études d'impact ni compensation décente, l'on procède au saccage d'une centaine d'espèces protégées. Autre point concernant l'aéroport, en ce qui concerne la nomination récente à la présidence du syndicat mixte aéroportuaire SMA du Grand Ouest de M. Philippe Grosvalet, elle nous paraît relever du conflit d'intérêts. Déjà, il ne nous semblait pas heureux que M. Bruno Retailleau le préside, en ce qu'il était dans le même temps président du Conseil régional des Pays de la Loire. Mais son remplacement par M. Grosvalet, président du Conseil départemental de la Loire-Atlantique, relève d'un même principe. Une gestion politisée, là où, à notre sens, il ne devrait pas y avoir de politique, mais l'application d'une alternance droite-gauche ressemblant à un don contre don, et qui donne un mauvais signal aux habitants de notre région. En conséquence, nous sommes réservés sur la possibilité que la présidente du SMA soit, dans le même temps, président d'un exécutif. Ce cumul ne peut naturellement participer d'une gestion impartiale de ce dossier. Nous souhaiterions donc, à l'expiration du mandat actuel, que la présidence de la SMA soit réservée à un élu n'exerçant pas de fonction exécutive. De manière générale, votre majorité ne semble pas sensible aux arguments rationnels sur ce transport aéroportuaire. En témoigne l'intervention que vient d'effectuer M. Retailleau ce matin, en comparant les populations concernées par l'aéroport à celles de la Suède et de l'Autriche, à qui on ne dénierait pas le droit d'avoir leur propre plateforme aéroportuaire. Les chiffres avancés sont exacts, mais l'exemple nous semble un peu de mauvaise foi, car il s'agit d'États souverains à qui personne ne songerait à faire la leçon, si ce n'est peut-être l'Union européenne. M. Retailleau se satisfait d'un référendum concernant 1,3 million de personnes. Mais en évoquant l'exemple étranger, il parle de 7 millions. Exactement le nombre d'habitants de nos deux régions, lesquels cofinancent le projet de transfert aéroportuaire. La même remarque d'irrationalité peut s'appliquer à l'objectif affiché de protection de la biodiversité des territoires. La défense de l'environnement ne saurait se limiter aux 4 parcs naturels régionaux, pendant que les destructions continuent ailleurs. Quant à favoriser une gestion durable de l'espace, où est la gestion économe du foncier que vous évoquez avec le gaspillage de terres agricoles qui serait causé par le futur aéroport? Et bien au contraire, nous ne voyons pas venir la fin de la métropolisation de notre territoire. Dans un autre domaine, vous vous êtes engagé dans des actions visant à assurer l'accès à la santé pour tous et à renforcer l'offre de santé dans les territoires les plus menacés. Nous constatons des avancées en matière de maisons de santé puisque 5 projets sont prévus et que vous prévoyez d'en soutenir 10 à 15 d'ici la fin du mandat. Nous nous interrogeons, quelle part des besoins seront ainsi couverts? Dans quelle mesure le nombre de projets soutenus pourrait augmenter si le plan de 400 millions d'euros envisagé par l'actuel gouvernement pour doubler le nombre de maisons de santé est mis en œuvre? Bon, promesse sera-t-elle tenue? Le projet de loi de finances 2018 comprend des mesures de lutte contre le phénomène de désertification médicale que nous espérons sincèrement voir réussir pour le bien des populations. Je note d'ailleurs que certaines de ces mesures sont semblables à ce qui était inscrit au programme de Marine Le Pen, comme faciliter l'activité des médecins retraités dans les zones sous-cotées par des exonérations de charges. Mais par ailleurs, rien n'est prévu, ni pour relever le numerus clausus d'accès aux études de santé, et ainsi augmenter le nombre de médecins formés, alors que les médecins étrangers sont de plus en plus nombreux. Rien n'est prévu non plus pour réformer le mode de sélection des étudiants, qui ne prend pas en compte le facteur humain. Rien pour la réforme des cursus des études, afin de valoriser la médecine générale. D'ailleurs, l'existence d'un numerus clausus est-il encore justifiée face à l'aggravation de la désertification médicale? Ainsi, nous le savons tous, la politique régionale sera limitée et impactée par la politique nationale, et pas seulement dans sa dimension budgétaire. Enfin, où est la cohérence dans l'action régionale sur le volet favoriser l'agriculture biologique et de proximité dans la restauration collective, en particulier favoriser le bio en restauration collective?
quand ceux qui s'y engagent ne soutiennent pas ce type de mesures au niveau national. Je fais là allusion au fait que M. Retailleau a voté contre la position d'un quota de 20% dans les cantines scolaires le 9 mars 2016 au Sénat. Enfin, dernière remarque. En ce qui concerne les mesures agro-environnementales et climatiques, MAEC, nous vous faisons part fréquemment de notre opposition au mécanisme des fonds européens, qui, nous ne cesserons pas de le répéter, reste inférieur au versement de la France à l'Union européenne. Force est de constater que malgré tous les efforts que la région déploie, vous remarquerez, Monsieur Giraud, que je ne nie pas les efforts de la région, bien au contraire, et toutes les actions que la région mène auprès des autorités concernées en faveur de nos agriculteurs, les réserves que nous émettons régulièrement sont justifiées, puisque les fonds sont difficilement débloqués. Nous en sommes aujourd'hui à débloquer des fonds 2015. Je conclurai juste quelques mots aussi, puisque je vais quitter cette commission, par exprimer également mes remerciements sur le fonctionnement de cette commission. Monsieur Giraud a employé le terme transparence, c'était le terme qui m'était venu à l'esprit. Concertation, équilibre, écoute. Je pense que nous avons travaillé pendant 2 ans dans ces conditions et j'en remercie le président, les vice-présidents ainsi que tous les membres du personnel de la région. Madame la Présidente et mes chers collègues, merci pour votre attention.